suis heureuse de vous retrouver maintenant pour une séquence toute particulière qui, je sais, touche chacune et chacun d'entre vous. En effet, nous allons parler de la violence contre les femmes. Vous savez que c'est un fléau qui touche toutes les catégories sociales et qui, malheureusement, pendant la période du Covid, n'a fait que se renforcer. Donc cette table ronde, eh bien, c'est agir contre la violence contre les femmes. Et pour évoquer ce sujet, j'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés Virginie Calmel. Alors Virginie Calmel, vous êtes la présidente du conseil stratégique du groupe WeCare, vous êtes la présidente d'honneur du fonds de solidarité WeCare, qui a pour objectif de lutter contre les inégalités femmes-hommes et tout particulièrement contre les violences faites aux femmes. Un sujet brûlant dont nous allons parler dans quelques secondes. Vous êtes également la présidente du groupe d'enseignement supérieur Futura, qui est un groupe d'éducation pour les métiers qui forment au digital. Vous êtes une femme d'énergie, de conviction, qui arrive à mener plusieurs combats à la fois et il faudra au moins toute votre énergie pour agir contre la violence faite aux femmes. Permettez-moi, pour poser le débat, de rappeler quelques chiffres. En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon. 213 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles par leur conjoint ou par leur ex. Enfin, 94 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol pendant une année. Ce sont des chiffres terribles, terribles. Et c'est une des raisons pour lesquelles le groupe WeCare, qui, je le rappelle, regroupe plusieurs marques de services pour les femmes. Si vous êtes un interlocuteur des femmes, c'est O2, c'est AM Service, c'est France Présence, c'est la conciergerie, c'est Acidum. Donc c'est un groupe qui connaît bien le quotidien des femmes et j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles vous vous êtes emparé de cette thématique. Votre présence aussi à ce poste, Virginie, s'inscrit dans un parcours très singulier qui vous a amené à exercer les plus hautes fonctions dans des domaines réputés très masculins, tels que l'audiovisuel, puisque vous avez été directrice générale de la société Endemol Monde, puis en politique, où vous avez été première adjointe au maire de Bordeaux et vice-présidente des Républicains. Ce sont des secteurs, l'audiovisuel et la politique, où la violence est reine et où le sexisme d'ailleurs est encore très présent. Alors, moi j'aimerais savoir, Virginie, alors que vous faites énormément de choses dans votre vie, pourquoi cette cause vous touche-t-elle personnellement ? Bonjour Valérie Offenberg, bonjour à tous. Ça me touche déjà parce que quand on est une femme d'engagement et qu'à un moment de sa vie, on s'engage pour les autres, parce que pour moi c'était ça la raison de l'engagement en politique, c'est un engagement citoyen, c'est avoir un peu envie de rendre à la société ce qu'elle nous a donné. Et moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu un parcours très riche, très dense. J'ai été confrontée à une forme de violence dont vous parliez à l'instant, qui est la violence et le sexisme qu'on connaît en politique. Mais évidemment, ça n'a rien de comparable avec ce fléau des violences faites aux femmes qui, comme vous le rappeliez très bien, touche toutes les catégories socio-professionnelles. Et c'est peut-être mon mandat d'élu local pendant 5 ans à Bordeaux qui m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de dysfonctionnements majeurs dans notre société, et au premier rang desquels celui-là, en voyant qu'au fond, parfois on a tendance à catégoriser et on se dit que ça peut toucher certaines classes sociales, alors qu'au fond, c'est un sujet totalement transversal, beaucoup de femmes qui n'osent pas le dire, qui tous les jours vivent sous le joug et les coups de leurs conjoints. Et donc c'est forcément mobilisant, et j'aurais tendance à dire que moi je fais partie de ces femmes qui ont envie d'aider les femmes. J'ai côtoyé des femmes qui parfois étaient assez dures avec d'autres femmes. Eh bien moi je pense que quand on est femme, si on peut essayer d'aider, ne serait-ce que par des témoignages aussi de ce qu'on a pu vivre ou de ce qu'on peut transmettre et aider, eh bien faisons-le. C'est intéressant ce que vous dites, Virginie. Est-ce que vous avez le sentiment que les élus locaux qui sont en contact avec la population sont suffisamment formés et informés pour répondre à ces femmes qui viennent les voir en leur disant voilà, je ne sais pas quoi faire parce que je suis frappée par mon mari et quelles sont les solutions qui se présentent à moi ?
Alors, si j'ai bien lu le livre blanc, c'est une des propositions. Vous avez bien lu. J'ai vu qu'effectivement, c'était une proposition parce que ça répond à une attente et c'est très intelligent d'avoir porté cette proposition parce qu'on n'est jamais complètement formé à ça. En fait, on découvre souvent les choses de façon empirique, par des témoignages, on est confronté à un moment donné à des personnes qui viennent vous voir et qui vous soumettent leurs problématiques et on n'est pas nécessairement préparé et notamment à répondre de façon extrêmement concrète à ce qu'il faut faire. Et donc, je crois que c'est une des bonnes propositions que vous portez dans ce livre blanc, parce que quand on est un élu local, on est au contact de la vraie vie. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un mandat passionnant, parce que vous voyez vraiment des personnes qui témoignent avec leur être, c'est leur quotidien, et elles viennent parler avec toute leur âme et tout leur bleu à l'âme. Virginie, alors, on l'a dit, vous êtes une femme très occupée et pourtant vous avez à cœur de porter cette présidence du Fonds de solidarité WeCare. Vous pourriez nous dire pourquoi WeCare a choisi d'agir et de dédier des fonds à cette cause? Alors WeCare, vous l'avez dit en introduction, il faut rappeler que c'est le leader français du service à la personne. Et du coup, c'est une société qui a 18 000 salariés et qui a 94% de femmes. C'est pas un hasard, c'est Guillaume Richard, le président fondateur du groupe WeCare, s'est intéressé justement à cette problématique. Pourquoi? Parce que dans ses propres salariés, il avait des personnes qui venaient demander de l'aide. Et déjà, c'est une bonne chose parce qu'elles osaient passer le cap d'en parler à quelqu'un, parfois en direct ou parfois de façon indirecte via un intermédiaire. Mais du coup, c'est comme ça que le groupe WeCare et son président fondateur Guillaume Richard a été très sensibilisé à cette problématique. Parce que, une fois encore, il a été interpellé et il s'est dit comment on peut faire pour les aider. Et ils se sont rendus compte que c'était pas si évident que ça d'aider ces femmes en détresse et que pour ça, il fallait créer vraiment une structure ad hoc qui permette de financer des choses très concrètes. C'est par exemple une caution. En fait, l'idée, c'est de pouvoir aider des femmes à prendre souvent leur indépendance. Parce que ces violences qui sont faites aux femmes, pourquoi ça continue? Bon, il y a plein de raisons et tout ça va être évoqué durant tout le colloque, mais il y a aussi cette raison de l'indépendance financière qui manque. Une femme qui n'a pas de compte bancaire, une femme qui ne peut pas s'installer, une femme qui n'a pas les moyens tout simplement d'avoir une caution, de payer un loyer, et donc d'avoir des associations de terrain qui aident à ça et de les aider dans leur financement ou de faire des actions directes, ce que fait le fonds de dotation WeCare, c'est vraiment répondre à des attentes ultra concrètes. Et Guillaume Richard a décidé de donner 5% des actions du groupe au fonds de soutien, au fonds de dotation WeCare. Si je peux me permettre, je pense que ça peut être également une très bonne idée pour d'autres entreprises de mettre les paroles et les actes ensemble, et c'est un mécanisme qui pourrait être tout à fait reproduit par d'autres. Absolument, si ça peut faire des émules. Et donc, effectivement, il a donné 5% des actions, ce qui permet le financement de ce fonds de dotation chaque année. Donc, c'est répondre à des attentes très concrètes des salariés du groupe, parce qu'il y en a. Il y a eu plus d'une trentaine de dossiers l'année dernière. Donc, c'est répondre à ces attentes, répondre aussi à d'autres initiatives qui sont prises par d'autres acteurs de terrain, et notamment un tissu associatif local qui est très présent et qui œuvre au quotidien contre les violences faites aux femmes. C'est intéressant parce que tout à l'heure, vous avez parlé du rôle de l'élu. Dans notre première table ronde, nous avons abordé le rôle du leadership aujourd'hui. Il semblerait que le rôle de l'entreprise, c'est également de s'investir sur des sujets sociétaux comme celui-ci. Donc là, on a une entreprise qui prend des décisions sur des sujets aussi importants que celui-ci.
Oui, je crois que ça tient comme souvent aux dirigeants, au leadership. Là, on a un dirigeant, Guillaume Richard, qui est extrêmement investi, mais surtout qui est extrêmement sincère dans sa volonté de faire avancer les choses. Et quand on l'entend, c'est pour ça que je me suis engagée dans cette présidence d'honneur, parce que c'est très motivant de voir à quel point il y a une volonté, mais derrière, il n'y a pas que des paroles, il y a des actes ultra concrets, il y a une valorisation derrière, donner 5% de son groupe à un fonds de dotation, c'est pas neutre. Derrière, participer à des actions de terrain au quotidien, ce n'est pas neutre. Et surtout, ça permet de libérer et d'aider des femmes dont la parole va se libérer parce qu'elles vont aussi se dire que derrière, elles vont avoir une véritable aide qui peut changer leur vie. Et cette indépendance est clé. Pardon, excusez-moi. Il y a aussi un élément que Guillaume et vous-même vous abordez très souvent, c'est le fait de déclarer. Parce que l'indépendance financière, ça passe aussi par la déclaration et le travail au noir, c'est finalement enfermer des femmes dans cette dépendance. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Absolument. Et est-ce que vous avez un message à faire passer sur les 7 millions de personnes qui nous regardent sur Marie-Claire? Non, mais bien sûr, c'est un sujet majeur que vous évoquez là. C'est que malheureusement, parfois, il y a même des hommes qui ne souhaitent pas que leurs femmes soient déclarées parce que justement, c'est une façon de les garder sous leur coupe. C'est une façon d'empêcher leur indépendance, d'empêcher le fait qu'elles puissent un jour décider d'habiter sous un autre toit. Et c'est pour ça que le groupe WeCare, une fois encore, qui a 18 000 salariés qui sont en contrat de travail, c'est justement aussi une façon de lutter contre ce travail au noir qui empêche l'indépendance financière des femmes et qui empêche leur émancipation. Donc c'est un très beau sujet et ce groupe est particulièrement adapté à porter ce combat parce qu'il a ces 94% de femmes qui s'investissent, qui travaillent, qui sont déclarées et pour lesquelles il faut parfois les aider à prendre leur envol pour sortir d'un quotidien qui peut être malheureusement très difficile. Avant de passer aux propositions, quel message vous avez envie de dire aux femmes qui nous écoutent et même d'ailleurs aux hommes qui nous écoutent si elles sont victimes de violences? Alors déjà, vous venez de dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est aux femmes et aux hommes. Moi, je reste convaincue que ces sujets, ils doivent être absolument portés dans la complémentarité, dans la mixité, que ce ne sont pas que les femmes qui parlent aux femmes, que c'est un sujet qui touche tout le monde, que des femmes peuvent être à l'écoute d'autres femmes, mais que des hommes aussi peuvent se rendre compte que certains hommes sont les bourreaux de femmes qui travaillent pour eux, par exemple, ou qu'ils côtoient, ou dans une sphère amicale ou familiale. Donc l'idée que en fait, on se sensibilise tous à cette cause, me semble clé, quel que soit, une fois encore, ce qu'on fait, parce qu'on peut être confronté à ça. Ça peut être un voisin de palier, ça peut être un ami éloigné. L'idée de se sensibiliser et de le faire ensemble, sans s'opposer sans arrêt les femmes et les hommes, parce que on va me dire que la violence, ça existe aussi dans l'autre sens. Bon, oui, c'est vraiment. Enfin, les chiffres montrent absolument. Quand même que c'est 90% à 10%. Absolument, bien sûr. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, n'opposons pas les hommes aux femmes, mais soyons vigilants et nous pouvons tous l'être. Et là encore, les hommes peuvent l'être autant que les femmes sur cette question. Merci beaucoup Virginie. Alors, il est le moment justement, vous avez regardé notre livre blanc, nos 100 propositions. Ça m'intéresse d'avoir votre avis, Virginie. Je rappelle que vous êtes partenaire du think tank, que c'est aussi grâce à vous qu'on a pu élaborer ces 100 propositions. Donc, quelles sont les 3 qui vous semblent les plus intéressantes et qui vous ont le plus interpellé? Alors, je passe sur une proposition qui revient quand même plusieurs fois sur la flexibilité des horaires. Ça revient en proposition 21, mais ça revient aussi dans l'hôpital, proposition 38, et dans les transports, proposition 70. Donc je ne vais pas élaborer là-dessus, parce que j'en ai retenu 3 autres, mais celle-là, elle est quand même évidente et très importante. La première que j'ai retenue, c'est la proposition 32, qui vise à limiter l'impact des grossesses et de la maternité sur la retraite, qui est un vrai sujet. Et donc là, l'idée est de proposer aux conjoints, en fait, de partager les trimestres de retraite. Je pense tout particulièrement aux indépendants. Je pense, d'ailleurs, c'est une autre de vos propositions sur le conjoint collaborateur. C'est comment, au fond, à un moment donné, on essaye de ne pas pénaliser les femmes qui, pour des raisons de maternité, vont avoir des carrières plus hachées
et vont à certains moments même peut-être faire le choix d'élever leurs enfants et du coup de suspendre leur activité professionnelle. Et je trouve que c'est une excellente idée que se dire qu'au fond, un homme qui lui aurait travaillé plus jeune ou beaucoup plus longtemps pourrait céder des trimestres de retraite à sa femme. Donc j'ai retenu cette première Vous savez que proposition. c'est important parce que nos ateliers de travail ont démontré que la plupart des retraités précaires étaient des femmes. Et donc il y a un véritable écart au niveau de la retraite. La seconde proposition que j'ai retenue, c'est la proposition 50. Donc favoriser les interventions de femmes qui travaillent dans la tech dès le collège pour susciter des vocations et puis aussi sensibiliser les directeurs d'école et notamment pour que des femmes de la tech interviennent dans les forums des métiers. Alors comme vous l'avez rappelé, je viens de fonder une école post-bac qui s'appelle Futurae, qui est tournée vers les métiers de demain, les métiers du digital. Et même s'il y a la volonté, même si c'est fondé par une femme, même si on essaie d'expliquer absolument que ce peut être des métiers féminins, eh bien on constate que malheureusement, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui se tournent vers ces métiers. Alors, on peut comprendre les appétences et ça se respecte tout à fait. Mais là, ce qui est dommage, c'est que ce sont des métiers d'avenir. C'est que c'est des métiers où on ne connaîtra normalement pas le chômage pour nos jeunes. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers ce type d'enseignement. C'est de dire, écoutez, là, on est dans le pragmatisme, on est dans les besoins pour les entreprises. Et alors, est-ce que vous y arrivez? Vous arrivez à recruter des jeunes filles? Alors, on en a, bien sûr qu'on a réussi, mais vous voyez, on est sur un ratio de 25-30%. On aimerait en avoir beaucoup plus, et notamment dans les métiers du marketing digital. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison particulière pour que les femmes ne s'intéressent pas à ça, puisque je rappelle que le digital, maintenant, c'est transversal. C'est pas un domaine d'activité. Le digital est dans tout. Donc, dans la créativité, alors dans les jeux vidéo, dans l'animation 3D, là, on trouve énormément d'hommes. Mais dans le marketing digital, dans la communication digitale, dans la communication audiovisuelle, dans le monde de l'image, il devrait y avoir plus de femmes. Donc on a encore un gros effort à faire. C'est pour ça que j'ai retenu cette proposition, parce que je crois beaucoup qu'il faut sensibiliser les jeunes filles dès le collège en leur expliquant quels sont ces métiers, qu'elles perçoivent souvent de loin comme des métiers de geek, comme des métiers un peu de tech, de techos, comme on dit. Et du coup, elles se sentent exclues, alors qu'au contraire, elles peuvent exceller, elles ont toutes les compétences pour ça. Et derrière, surtout, c'est des vrais métiers porteurs d'emploi. Merci beaucoup, La Virginie. Oui, absolument. Pardon, la troisième proposition, c'était la 64. Et là, cette proposition, c'est démystifier l'entrepreneuriat et son impact sur la vie personnelle. Alors, c'est une proposition qui me touche tout particulièrement parce que j'ai souvent été interpellée par des jeunes filles, des jeunes femmes qui me disaient « Mais bon, voilà, comment vous avez fait? Comment est-ce possible d'avoir des enfants et en même temps d'avoir une belle réussite professionnelle ?» Et là, je reste convaincue qu'il faut effectivement démystifier, c'est le bon mot, montrer que c'est possible, montrer qu'au contraire, les femmes ont démontré depuis très longtemps qu'elles étaient capables de gérer beaucoup de choses en même temps, qu'elles savaient totalement gérer une vie personnelle et en même temps une vie professionnelle, et qu'il fallait éviter de penser que c'était soit l'un, soit l'autre. On veut les deux. Alors ça ne veut pas dire qu'on va exceller tout le temps dans les deux. Il y aura des moments plus difficiles que d'autres. Mais d'essayer de montrer, moi je crois beaucoup à l'exemplarité. Et j'ai pris souvent mon petit exemple quand je dirigeais Endemol, en France puis Endemol Monde. On était en LBO à 3,5 milliards d'euros. Donc voilà, un gros deal. Et à ce moment-là, j'ai eu mon fils et j'ai dit, voilà, je suis enceinte. Et ils m'ont répondu, good luck. Alors j'aime bien raconter quand même que c'était des anglo-saxons et que les anglo-saxons sont très tournés vers le résultat. Donc dans le good luck, tout était dit, c'était bon courage, il va falloir gérer la maternité, alors qui a été brève, mais enfin le congé maternité a été bref. Oui, parce que j'imagine que 9 mois comme tout le monde. 9 mois, oui. Mais le congé maternité a été bref. Mais derrière, c'est vrai que c'était good luck, débrouille-toi, bonne chance. Ça voulait dire aussi que si ça n'allait pas et si les résultats avaient soudainement chuté, il y aurait sans doute des conséquences immédiates. Mais il y a cette approche très méritocratique, je trouve, chez les anglo-saxons. En tout cas, moi, en tant que femme, j'ai moins senti le fait d'être une femme ou le fait d'être enceinte ou le fait d'être jeune comme un vrai problème, alors qu'on a l'impression qu'encore dans les groupes français, c'est pas toujours totalement
accepter aussi facilement. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup Virginie pour ces 3 messages importants. La première, c'est que la violence contre les femmes, c'est un problème de tous, pas simplement des femmes, mais que les hommes aussi doivent ouvrir les yeux. Le deuxième, c'est que tout commence par l'éducation et qu'il faut véritablement former au métier de demain pour avoir une autonomie financière. Et la troisième, c'est que de dire à toutes les jeunes filles, il faut démystifier, il faut vous déculpabiliser. Vous pouvez tout à fait faire une carrière, une magnifique carrière, et être une excellente mère de famille et épouse. Merci beaucoup Virginie, et Merci, on vous retrouve l'année prochaine à l'UNESCO pour notre 3e appel pour l'égalité. Bonne journée à vous. Merci. Alors souvent, c'est une auxiliaire de vie. L'auxiliaire de vie, elle accompagne et elle assiste dans leur quotidien des personnes qui sont en situation de handicap ou en perte d'autonomie. L'auxiliaire de vie, elle ne soigne pas au sens médical du terme, c'est plutôt la béquille humaine qui va permettre à la personne de continuer à réaliser, avec son aide bien sûr, tous les actes du quotidien. C'est un métier féminin par excellence, peu reconnu, peu valorisé, et jusqu'à peu d'ailleurs, il n'était pas exigé de qualifications particulières. C'est-à-dire que les compétences féminines du prendre soin étaient jugées suffisantes pour ce type de tâche. Autrement dit, les qualités maternelles suffisent, ces fameuses compétences supposées innées de la gente féminine. Donc oui, un métier mal considéré, et pourtant c'est un métier essentiel, et la crise de la Covid-19 l'a bien mis en évidence. Alors il joue un rôle essentiel parce qu'il ne faudrait pas oublier non plus les hommes qui exercent aussi ce métier et qui bien souvent doivent se battre contre les stéréotypes de genre, les préjugés de genre qui les disqualifient a priori pour ce type d'activité. Et c'est aussi en leur reconnaissant un droit de cité qu'on va pouvoir dépasser les stéréotypes et les discriminations de sexe. Malgré tout, la réalité, c'est que c'est un métier exercé à 98% par des femmes. Des femmes qui ont assuré un rôle vital auprès des personnes âgées pendant la crise sanitaire, mais finalement des femmes qui n'ont fait que leur métier. À savoir, assurer le soutien nécessaire auprès des personnes les plus fragilisées pour qu'elles puissent se nourrir, se ravitailler, assurer leur hygiène, tous les actes les plus vitaux. Aider ces personnes à maintenir leur capacité et leur autonomie le plus longtemps possible. Sans oublier que les auxiliaires de vie jouent souvent ce rôle de liant avec le monde environnement, ce trait d'union qui maintient dans la cité tous ces vieux que l'on ne veut plus voir. On le sait, le lien social est un facteur déterminant du maintien de l'autonomie des personnes âgées et bien souvent, l'auxiliaire de vie, elle représente le seul contact humain qui permet d'assurer ce lien. C'est donc un vrai métier qui exige des compétences techniques et relationnelles. Les auxiliaires de vie ne sont donc pas que des femmes, ce sont avant tout des professionnels de l'aide humaine et des acteurs clés dans la prévention de la perte d'autonomie et de son aggravation.